Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. La censure bancaire dont TV Liberté a été victime n'est pas un simple incident, c'est un choc d'une violence inouïe qui frappe au cœur de notre modèle économique et c'était le but politique recherché. Depuis la fermeture arbitraire de nos comptes, les conséquences sont sérieuses, graves. À notre traditionnel budget complémentaire, toujours nécessaire en milieu d'année, s'ajoutent désormais des procédures administratives complexes, des retards de traitement et surtout la perte de centaines de dons non effectués. Le plus terrible, la chute brutale des versements mensuels, une des colonnes vertébrales de notre financement, interrompue sans préavis. Des donateurs fidèles depuis des années n'ont plus eu les moyens de nous soutenir ou ne savent même pas que leurs prélèvements ont été stoppés. Plus de 300 000 € de pertes. Voilà le coût probable, le prix de cette opération de sabotage. Cette attaque vise clairement à nous mettre à genoux au moment même où TVL est à un pic en audience comme en influence. Mais nous ne céderons pas. La riposte commence maintenant. Chaque don est une bouée de sauvetage. Chaque signature de la pétition que nous avons lancée est une balle contre la censure. TVL pourrait mourir pour le plus grand plaisir de la Macronie et de l'extrême centre, pour le plus grand plaisir de la caste médiatique. TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Nouvelle nuit de frappe entre Israël et l'Iran. L'escalade qui couvait depuis des mois, des années, a eu lieu. Depuis l'attaque par l'État hébreu des capacités militaires et nucléaires iraniennes, le monde retient son souffle. Alors, au centre de la guerre, Donald Trump. Il devait négocier un accord, l'accord s'est éloigné. À quel rôle Donald Trump a-t-il joué ? Ce matin, il a quitté en trombe le sommet du G7, dans la nuit bien sûr, visiblement pour quelque chose d'une importance considérable, à en croire ses propos sur Truth Social, son réseau social. Alors lui, qui s'affichait comme un homme de paix pendant sa campagne, semble dans une impasse qu'il s'est d'ailleurs peut-être créée. Nous allons en parler avec Hervé Juvin, ancien eurodéputé, fondateur du mouvement Les Localistes. Hervé Juvin, bonjour. Bonjour Édouard Chano. Merci de votre présence ici, une nouvelle fois dans Choc du Monde. À quel point devons nous inquiéter ? C'est un peu la première question que je voudrais vous poser, Hervé Juvin. Nous inquiéter, nous, Français, face à ces frappes de missiles entre l'Iran et Israël, face à cette crainte d'une escalade. Le détroit d'Ormuz, par exemple, peut-il être fermé ? Le conflit peut-il être importé ? Les Français vont-ils encore devoir se serrer la ceinture, selon vous, Hervé Juvin ? D'abord, merci de poser cette question parce que je crois que c'est une question qui va dans le bon sens. J'entends beaucoup de commentaires, justifiés ou non, sur la situation sur le terrain, sur l'évolution du conflit, sur les perspectives d'extension de ce conflit, etc. J'entends très peu de dirigeants, j'entends très peu de commentateurs et d'experts se poser la question de l'intérêt de la France. Or, je pense que la première question pour percer le brouillard de la guerre que nous devrions tous nous poser, c'est celle-là. Où est l'intérêt national ? Où est l'intérêt des Français ? Quelles peuvent être les conséquences du conflit et des conflits en cours sur la sécurité des Français, sur leur approvisionnement, sur leur mode de vie ? La France est-elle en danger ? Je regrette que ces questions d'intérêt national et ces questions d'intérêt des Français soient si rarement posées. Alors, ce qui est clair dans le conflit actuel, c'est d'abord que la réflexion de Napoléon, l'empereur, est plus justifiée que jamais. Quand il y a guerre, on s'engage et puis on voit. Que disait Napoléon ? Napoléon disait tout simplement que personne ne sait où conduit la machine de la guerre une fois qu'elle est lancée. Nous en avons fait l'expérience notamment avec la Première Guerre mondiale, dont chacun pensait d'abord qu'elle ne se déclencherait pas et ensuite qu'elle durerait au plus quelques mois.
le brouillard de la guerre et l'incertitude de la guerre est en train de peser sur le monde. Et c'est le premier point que je voudrais souligner. Oui, il y a des raisons d'être inquiet. Oui, il y a des raisons d'être inquiet parce que plusieurs motifs peuvent provoquer l'internationalisation du conflit entre Israël et l'Iran. J'en signalerai simplement une. C'est l'inquiétude de la Chine sur les approvisionnements en pétrole. C'est le fait que le blocage du détroit d'Ormuz, mais encore plus le bombardement des installations pétrolières et gazières iraniennes, est intolérable pour un certain nombre de pays, notamment pour la Chine, probablement aussi pour l'Inde. Je vois aussi une raison d'extension du conflit dans les livraisons d'armes qui semblent désormais attestées du Pakistan à l'Iran. Avec une grande question. Nous savons qu'il existe un accord entre le Pakistan et l'Arabie saoudite concernant l'arme nucléaire. Probablement que si l'Arabie saoudite était confrontée à une menace existentielle, l'Arabie saoudite aurait accès à l'arme nucléaire du Pakistan. Est-ce qu'une telle éventualité est possible concernant l'Iran ? Nous avons des puissances nucléaires dans la région. Israël est une puissance nucléaire, le Pakistan est une puissance nucléaire. Et donc, il y a de fortes raisons français de voir l'intérêt national en jeu, parce que les chances d'extension de ce conflit sont réelles. Nous verrons bien ce qu'a décidé le président Trump, et c'est probablement le moment d'en venir à votre question. Probablement est-ce que Trump est confronté tout simplement au retour du réel ? Le retour du réel, et ça a été justement assez difficile à discerner ces derniers jours dans les propos, dans les actes de Donald Trump. Alors je vous propose, Hervé Juvin, un résumé des différentes révélations sur son rôle depuis une semaine. Je fais beaucoup et ne suis jamais remercié pour quoi que ce soit, mais ça va, le peuple le comprend, a publié Trump le 15 juin sur Truth Social. Le dirigeant américain affirme se démener appelant l'Iran et Israël à conclure un deal. Encore le 15 juin, Reuters se rapportait des échanges quotidiens entre les administrations israéliennes et américaines et que Trump avait posé son veto à l'assassinat par Israël de l'ayatollah Ali Khamenei. Le dirigeant américain aurait aussi refusé, selon Axios le 14 juin, de frapper le site iranien d'enrichissement d'uranium de Fordov, construit à flanc de montagne. En manque de bombes anti-bunker, Israël avait appelé à l'aide son allié américain. Mais celui-ci refuse toute implication militaire directe. Pourtant, le 13 juin dernier, Trump avait été jusqu'à qualifier l'attaque israélienne d'excellente, et Washington a livré la semaine passée 300 missiles à guidage laser Hellfire en secret à Israël, selon Middle East Eye, des missiles déjà utilisés pour assassiner le général Qassem Soleimani en 2020. Alors des révélations qui peuvent sembler contradictoires, mais alors voici ma question, Hervé Juvin. À quoi Trump, selon vous, a-t-il joué ? Le lendemain de l'attaque israélienne, rappelons-le, il avait qualifié les frappes d'excellentes et il a rétorqué à son allié, le journaliste Tucker Carlson, qui le critiquait que l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire. Il a déclaré ça hier. Il semble sur une ligne de crête, si j'ai bien compris. Rappelons-nous les déclarations de Donald Trump, candidat à un second terme à la présidence des États-Unis. Rappelons-nous aussi des déclarations un peu à l'emporte-pièce du candidat nouvellement élu, président des États-Unis, Donald Trump, très peu de temps après cette élection. Je peux finir des guerres en 24 heures ou 48 heures. Avec moi, on retrouvera la paix. Je serai un faiseur de paix. Je cite mot à mot. Je vais être un faiseur de paix. Probablement, est-ce que c'est le choc du réel ? Je suis, comme beaucoup probablement de Français, choqué de voir le mot « deal » appliqué à un conflit comme celui entre Israël et l'Iran. Parce qu'il me semble que le terme de « deal » est totalement hors de propos par rapport à la nature existentielle du conflit. Dans beaucoup des commentaires français qui se veulent modérés, qui veulent dire d'un côté ceci, mais de l'autre également, je pense que la dimension existentielle fait totalement défaut. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que pour aujourd'hui, la population israélienne, c'est une question de vie ou de mort. À tort ou à raison. Mais à tort ou raison, la population israélienne, dans son immense majorité, considère que la détention ou l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire, c'est une question de vie ou de mort. Pour un certain nombre de populations, par exemple palestiniennes, mais pas que voisines d'Israël, l'existence d'Israël est aussi une menace existentielle. Ça, les Français sont peu nombreux à le comprendre, tout simplement parce que la France a eu la chance de ne pas subir de menaces existentielles depuis très longtemps. Même si je vais au pire, même le régime nazi n'a jamais entrepris de tuer tous les Français, même Adolf Hitler n'a jamais dit « je veux que la France disparaisse de la carte ».
Or, les affirmations de dirigeants du Hamas, les affirmations de dirigeants iraniens, d'une manière aberrante par rapport à l'histoire de bonnes relations entre l'Iran et sa population juive, c'est qu'ils veulent qu'Israël soit rayé de la carte. Cette dimension existentielle, je pense qu'elle fait défaut à beaucoup de commentaires et beaucoup d'appréciations françaises. Je pense qu'elle fait totalement défaut à Donald Trump quand il emploie le mot « deal ». Il ne s'agit pas d'un deal entre Israël et l'Iran. Il s'agit de la perception contradictoire par deux pays, par deux nations, d'une menace existentielle, qui justifie évidemment la montée aux extrêmes. Parce qu'il y a un second point qui paraît échapper complètement à Donald Trump, et je ne suis pas sûr que des mots un peu contradictoires ou paradoxaux n'en soient pas le résultat, c'est tout simplement l'ensauvagement considérable des relations internationales. Ensauvagement des relations internationales qui se traduit par des assassinats ciblés de dirigeants, qui se traduit par des attentats de toute nature, qui se traduit évidemment par des cyberattaques. Donc là, vous évoquez évidemment la décapitation du Hezbollah par Israël. Mais il y a aussi des attentats ciblés d'autres puissances, qui se traduit pas seulement par les cyberattaques, qui se traduit par un usage quasiment banalisé de la torture, par des conditions de détention inhumaines infligées à des milliers de prisonniers, et notamment de prisonniers politiques. Nous sommes sur un ensauvagement des relations internationales dont je trouve qu'il a très peu de commentaires. Je voudrais faire un rappel à ce sujet sur l'histoire de la guerre. On a connu notamment au XIXe siècle des guerres où les victimes étaient militaires avec extrêmement peu de victimes civiles. On a connu des guerres où il y avait 10 victimes soldats militaires engagés dans le conflit pour une victime civile. Aujourd'hui, nous assistons à des conflits où il y a 1000 victimes civiles pour un militaire. Nous assistons à des conflits où l'usage de la torture, l'usage des détentions arbitraires, l'usage de la terreur contre des civils est devenu banalisé. Je suis étonné que personne n'utilise le mot de terrorisme d'État. Pendant des années passées, le mot terrorisme d'État était sur toutes les lèvres et sur tous les plateaux. Le terrorisme d'État est devenu une banalité. Et nombre d'États dans le monde utilisent le terrorisme comme une arme, comme une autre, contre leurs ennemis ou contre ceux désignés tels. J'ajouterai un dernier mot, c'est celui des attaques préventives. C'est extrêmement dangereux de tolérer les attaques préventives. J'entends les uns le justifient en raison de la menace existentielle et je peux parfaitement les comprendre. Mais chacun comprend bien aussi que justifier des actes de guerre ou des actes d'élimination physique de dirigeants par la menace, par une action préventive contre une menace à venir, ça peut tout justifier. Ça peut finir par justifier que votre couleur de peau, votre regard ou vos prétentions religieuses ne me plaisent pas. Je pense que vous êtes une menace, donc je vous élimine. C'est extrêmement dangereux, les attaques préventives. Nous pensions être vaccinés contre cela à la suite des guerres d'Irak, mais visiblement... Et nous voyons le grand retour de la sauvagerie, et nous voyons le grand retour, je suis désolé de le dire, mais de pratiques dans les relations internationales sans foi ni loi. Probablement est-ce que Donald Trump est un peu, dirais-je, désarçonné, est un peu démuni devant cela parce que je pense que sa culture le conduit en effet à penser qu'on peut faire des deals sur tout. D'ailleurs, c'est en partie vrai. À propos de ce conflit Iran-Irak, j'entends beaucoup de choses. Israël-Iran, j'entends beaucoup de choses. J'entends très peu la petite musique très contradictoire des pays arabes. J'étais récemment dans un forum au Sultanat d'Oman avec des proches du pouvoir. J'ai entendu deux choses dans le même temps. J'ai entendu dans le premier temps, nous sommes très fiers, nous sommes probablement le pays au monde qui a le plus durement, le plus immédiatement et le plus constamment condamné Israël pour ses actes contre les Palestiniens. Et au même moment, dans la même minute, le même dirigeant vous dit « Et nous souhaitons travailler beaucoup plus avec Israël, nous admirons leur réussite, ce qu'ils font est absolument remarquable, et d'ailleurs nous voulons développer les liens économiques et les liens financiers avec Israël. » Donc ce que vous dites, c'est dans la même phrase. Nous sommes à un prélude, face à un prélude à une nouvelle normalisation, ce qui peut sembler totalement aberrant au vu de ce qui se passe à l'heure actuelle. Je parle des dirigeants. C'est évidemment ce que pensent les dirigeants de l'Arabie Saoudite, qui est en train d'entamer un chemin très intéressant vers l'État-nation, et en se sécularisant dans la mesure du possible. C'est certainement la position d'Abu Dhabi et de Dubaï. C'est certainement la position d'une grande partie des États de la région. Vous avez d'ailleurs vu la répression très violente d'une manifestation pro-palestinienne par le pouvoir égyptien. Est-ce que c'est la volonté de la rue ? Est-ce que c'est la volonté de la majorité de la population ? Certainement pas. Mais ce que je voulais illustrer, c'est la contradiction qui fait que les idées simples à l'emporte-pièce et l'idée encore plus simple, il suffirait de faire un deal, qu'ils combinent leurs intérêts
avec probablement une intervention américaine financière ou économique, et tout va très bien se passer. Je suis désolé, président Donald Trump, ça se passe pas comme ça. Il y a des gens qui ressentent des menaces existentielles. Il y a des gens qui aussi se battent, sont prêts à tuer ou à mourir pour un territoire, parce qu'ils sont attachés à ce territoire. Évidemment, les Israéliens pour la terre où coulait le lait et le miel. Évidemment, l'Iran pour l'Empire perse, pour cette immense puissance, comme le disait Gérard Chaliand, qui est indépassable, indéboulonnable, indestructible. L'Iran est là depuis des millénaires, il restera là probablement pendant encore des millénaires. On voit bien que ce n'est pas un deal qui va régler ces questions, qui s'ancre dans la longue histoire et qui s'ancre dans une histoire de plusieurs millénaires. Alors pourtant, Donald Trump a l'air veut faire croire qu'il comprend tout, puisqu'il l'a dit ce matin à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne comprend rien, donc un tacle en bonne et due forme. Emmanuel Macron, quant à lui, a estimé hier que vouloir changer le régime en Iran par la force serait une erreur. La France revendique avoir été l'un des artisans de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, que Trump a brisé en 2018. A-t-il provoqué en fait cette situation ? D'abord, je reviendrai sur le mot ensauvagement. C'est extraordinaire de voir un dirigeant dire clairement que le dirigeant qu'il a en face de lui est un abruti. C'est à peu près ce qui se passe. On a entendu des propos à peu près de même nature. Souvent, ils venaient de régimes totalitaires. C'est quand même très étonnant de voir les dirigeants de pays démocratiques, en principe soumis à un certain nombre de lois d'usage en matière de diplomatie, en matière de relations avec leurs collègues, les insulter purement et simplement. Je pense que ça vaut la peine parce que c'est un autre exemple de l'ensauvagement des relations internationales auquel nous sommes en train d'assister. Emmanuel Macron n'a-t-il pas poussé Donald Trump, si je dois jouer l'avocat de ce dernier ? J'entends rarement Emmanuel Macron utiliser un vocabulaire analogue. Espérons que ça ne viendra pas. Je pense que tout ce qui conduit à l'ensauvagement du monde est extrêmement dangereux et c'est bien la phase que nous sommes en train de voir. Pour revenir sur cet accord sur le nucléaire, vous avez raison, la France a été et a beaucoup poussé pour l'accord, probablement d'ailleurs en étant extrêmement dur. Laurent Fabius avait poussé probablement à des positions extrêmement dures pour interdire l'enrichissement d'uranium et la capacité de l'Iran à se doter de l'arme nucléaire. J'ai du mal à penser comment l'extension, le développement d'une puissance nucléaire par l'Iran, qui s'appelle en fait la prolifération nucléaire, contribuerait à la paix. Mais vous voyez bien aussi, quand vous êtes iranien ou quand vous êtes sur cette partie du monde, le fait qu'Israël soit le seul à détenir l'arme atomique pose évidemment un problème, parce que ça rend de fait Israël détenteur d'une position de superpuissance régionale. Étant donné les relations pour le moins compliquées entre Israël et ses voisins, c'est évidemment une question qui se pose. Et c'est évidemment une question qui n'a pas une réponse simple. Là encore, Donald Trump, je veux un deal. Je pense que Donald Trump méconnaît complètement la complexité du conflit. Je voudrais rappeler sur la complexité du conflit un peu d'histoire. L'Iran est le pays de la région où la communauté juive vivait le mieux. L'Iran est le pays qui avait réservé dans son parlement plusieurs sièges aux représentants de la communauté juive. Et la communauté juive en Iran, pays chiite, il faut le rappeler, bénéficiait de droits et bénéficiait de conditions de vie, d'accès aussi à la décision politique et d'accès à la décision publique, qui lui étaient refusés dans la plupart des pays musulmans voisins et des pays sunnites. La situation a donc quelque chose de très paradoxal. L'Iran a endossé la posture de champion des Palestiniens et de champion de la cause arabe, probablement dans une lutte pour l'hégémonie sur le monde musulman avec la Turquie, avec l'Arabie saoudite, grand ennemi traditionnel. Et donc il faut bien voir qu'il y a dans ce conflit actuel un aspect artificiel, peut-être conjoncturel, que rien dans la longue histoire ne vient justifier. La longue histoire ne justifie pas une guerre à outrance et une guerre à mort entre Israël et l'Iran. Il y a des postures politiques, il y a des ambitions géopolitiques, notamment celle d'être le leader du monde musulman, qu'a tenté d'assumer l'ayatollah Khomeini et ses successeurs. Mais il faut bien voir qu'entre l'Iran et Israël, contrairement aux relations entre Israël et d'autres pays, et évidemment la Palestine, il n'y a pas ou il ne devrait pas y avoir de menaces et de menaces existentielles. De menaces existentielles, mais justement, vous évoquez ce sur quoi je voulais vous interroger, parce que l'Iran jusque-là a fait preuve de retenue, n'a fait que riposter aux attaques. Inversement, les Israéliens veulent visiblement permettre un changement de régime, comme celui opéré sans doute en Syrie ou au Liban en décapitant le Hezbollah, même si c'est de moindre mesure en termes de changement de régime. Netanyahou d'ailleurs a déclaré hier que tuer Khamenei mettrait fin au conflit.
c'est une nouvelle illustration de cet ensauvagement que vous dénoncez visiblement. Alors, c'est parfaitement une illustration de cet ensauvagement qui consiste à considérer qu'en tuant les dirigeants, on va tuer le problème. Je ne suis absolument pas certain de la perspective ouverte aujourd'hui de changement de régime en Iran. Il faut voir comment la population iranienne va réagir, mais il y a généralement une constante dans l'histoire. C'est qu'un pays attaqué fait bloc derrière ses dirigeants. Certains imaginent même que certains dirigeants européens de l'Union européenne envisagent qu'une montée des conflits, une montée des périls en Europe serait une excellente occasion de renforcer leur pouvoir et de renforcer la centralisation des pouvoirs de l'Union européenne. C'est très probablement le jeu que joue Netanyahou, mais c'est très probablement aussi le jeu qui peut servir les dirigeants iraniens, dont on sait bien qu'ils faisaient l'objet depuis plusieurs années d'une insurrection, du moins d'un mécontentement de la rue croissant. Il faut quand même toujours rappeler que l'Iran est ce régime qui peut emprisonner, dans certains cas torturer et tuer des jeunes femmes simplement parce qu'elles refusent de porter le voile dans la rue. Je peux tout à fait comprendre le respect, voire l'admiration ou l'amitié que suscite l'immense Perse et l'immense empire qu'a été l'Iran. Je comprends plus difficilement la sympathie que continue d'attirer l'Iran auprès de gens qui se disent à la fois civilisés, ouverts et prônant la diversité et prônant la liberté des mœurs. C'est extrêmement difficile, me semble-t-il, d'adhérer ou de manifester une sympathie pour un régime qui a quand même emprisonné dans des conditions terrifiantes des milliers de jeunes gens et des milliers de jeunes femmes à l'occasion des émeutes qui avaient eu lieu à la suite de la mort dans un commissariat de police d'une jeune femme qui refusait de porter le voile. Oh, visiblement, la situation s'est un peu craquelée. Enfin, en tout cas, le pouvoir en place a aussi donné certains gages. Alors, on va le savoir dans les semaines à venir. Est-ce que le mécanisme habituel, un pays attaqué fait bloc derrière ses dirigeants, est-ce que le mécanisme habituel va jouer ? J'entends beaucoup d'espoir d'un changement de régime, de tel ou tel dans différents pays. La partie probablement très importante va se jouer. Est-ce que l'Iran est isolé ou pas ? C'est probablement un élément très important. Est-ce que certains pays, pour des intérêts énergétiques ou pour d'autres intérêts, vont aider l'Iran, vont fournir à l'Iran des missiles, vont fournir à l'Iran les armes dont il a besoin pour continuer à faire pleuvoir une pluie de missiles sur Israël ? Est-ce qu'Israël va être en position de répondre et de tenir, parce que les conditions de vie de la population israélienne en ce moment sont extrêmement difficiles ? Elles vont peut-être finir par ressembler à ce que vit la population de Gaza depuis maintenant 2 ans. Ce sont des questions auxquelles personne n'a la réponse et je pense que Donald Trump, pas plus que d'autres, n'a de réponse à ces questions. Alors Donald Trump a évoqué ses discussions avec Vladimir Poutine. Poutine a proposé son aide, selon Donald Trump. Rappelons aussi d'ailleurs que l'Iran a fourni des drones à la Russie qui ont été utilisés sur le front ukrainien. Donc vous dites, avec un point d'interrogation bien sûr, l'Iran est-il isolé ? Il le semble en grande partie. Oui. Peut-être que les Alliés n'ont pas envie de sauver un régime qui serait voué à sa perte, mais en tout cas, il y a cet espoir-là visiblement pour certains dirigeants à Téhéran. Je crois que ce qui est important dans le dialogue que nous avons et dans la poursuite de l'intérêt national que j'évoquais, c'est d'accepter les incertitudes de la guerre et c'est d'accepter le fait que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Je vais le dire de la manière la plus directe qui soit. Il est possible que dans 10 ans, Benyamin Netanyahou apparaisse aux côtés de Golda Meir, aux côtés des fondateurs de l'État d'Israël, aux côtés de ceux qui ont donné à l'État d'Israël sa consistance de nation et lui ont assuré la sécurité. Il est possible que Benyamin Netanyahou prenne place parmi eux parce qu'il aura donné un peu plus de profondeur stratégique à Israël. Il aura permis à Israël d'envisager les décennies à venir dans des conditions meilleures. Et il est tout également possible que dans 10 ou 20 ans, dans les livres d'histoire, Benyamin Netanyahou apparaisse comme un criminel qu'on accusera à ce moment-là d'être coupable d'un génocide et qui portera tous les péchés du monde. Et ça dépend de l'issue des conflits actuels. Et bien malin à ceux qui ont une position désignée sur ce sujet. C'est pour moi l'invalidation totale, par exemple, de l'inculpation par le tribunal pénal international. Qu'est-ce que c'est que cette prétention à inculper des dirigeants comme Vladimir Poutine ou comme Benyamin Netanyahou qui, pour des raisons légitimes, poursuivent l'intérêt de leur pays et ont le sentiment de faire face à une menace existentielle, qui est capable de juger des moyens qu'ils emploient, qui est capable de juger ce que sera l'histoire dans les prochaines années. Soit le renforcement, soit la fuite en avant. Exactement.
Il est possible que Benjamin Netanyahou soit en train de que... sauver l'État d'Israël et les conditions d'existence de l'État d'Israël pour les décennies à venir. Il est possible que son action et sa montée aux extrêmes condamnent tout espoir de pérennité de l'État d'Israël dans le monde. Eh bien, je suis désolé, je ne connais personne qui puisse répondre à cette question. L'histoire y répondra. Parce qu'en effet, il est engagé en guerre sur 6 fronts, Gaza, le Liban, la Syrie, la Cisjordanie, le Yémen, maintenant l'Iran. On a quand même l'impression qu'Israël risque énormément. Un expert de l'Iran déclarait hier sur BFM TV qu'Israël venait de signer pour plusieurs décennies d'insécurité. Plusieurs décennies d'insécurité, ça peut signifier à terme une question sur la survie. Il est probable qu'une partie significative de la population d'Israël vit aujourd'hui des conditions de vie extrêmement difficiles. Et on a ici ou là, sur les radios, les télévisions israéliennes, les témoignages de celles ou de ceux qui regrettent ne pas pouvoir partir. On ne peut pas vivre assis sur la pointe des épées. L'idée que l'on peut vivre en conflit permanent avec ses voisins est probablement l'idée la plus dangereuse du monde, et probablement est-ce que, en effet, la survie à terme d'Israël est une question qui a été posée à l'origine, et c'est toujours une question qui est posée. Je ne pense pas qu'on puisse être une puissance régionale, et je ne pense pas qu'on puisse être un État-nation en paix si on ne s'entend pas avec ses voisins. Or, que voit-on depuis beaucoup d'années ? C'est la destruction quasi systématique de tous les États-nations et de toutes les puissances qui entouraient Israël. Est-ce que c'est une politique qui est durable ? Est-ce que c'est une politique qui peut garantir la paix et la sécurité ? Je ne le crois pas. Mais il est clair aussi que les conditions actuelles ne sont pas réunies ni pour la création d'un État palestinien, ni pour un État de paix dans la région. Donc on est sur une fuite en avant. Cette fuite en avant a toutes les chances de durer, de se prolonger. Et l'incertitude sur la survie à terme d'Israël est clairement posée. Ça pose pour moi une autre question que j'entends également très peu évoquée. J'ai entendu ici ou là, j'ai assisté à des échanges sur la renaissance d'un foyer national juif en Ukraine. Quand vous preniez les avions avant le conflit engagé par la Russie, les avions étaient remplis de pèlerins juifs, notamment français. J'ai eu l'occasion de voyager avec un groupe de jeunes juifs français qui rentraient d'avoir fait un pèlerinage sur des synagogues, sur des lieux sacrés juifs en Ukraine. Il faut se rappeler que Lviv, il faut se rappeler qu'Odessa étaient les villes juives parmi les plus peuplées d'Europe, avant évidemment l'Holocauste et le génocide nazi. Il faut se rappeler que si quelque part un foyer national juif devait exister, il serait parfaitement légitime qu'il existe quelque part entre l'Ukraine et la Pologne. Je ne suis pas sûr qu'une partie du soutien irrationnel et illimité apporté par certains pays à l'Ukraine n'ait pas une raison beaucoup plus profonde, qui est tout simplement l'idée que si la situation d'Israël devenait intenable, un foyer national juif historiquement totalement enraciné, totalement localiste, si je puis le dire, en Europe, en Ukraine, ne serait pas une solution juste pour apporter la sécurité à la population juive, probablement aussi pour apporter des perspectives de développement à ces territoires européens. Un nouveau foyer juif en Europe, en Ukraine, voire en Pologne, eh bien ce sera le mot de la fin, une hypothèse pour le moins intéressante. Hervé Juvin, merci d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager et puis de le liker. À très bientôt. Merci à tous.